Du coup, on la démarre officiellement, cette petite conférence table ronde autour de l'évolution, alors bien sûr des métiers autour de l'édition du jeu de société, mais surtout cette évolution. Je ne sais pas si je dois présenter tout le monde, mais je vais le faire quand même par acquis de conscience. Nous avons Pauline, qui est illustratrice de jeux de société. Oui, on peut, oui, bien sûr, mais oui, s'il vous plaît. J'ai, je crois, en espérant ne pas me tromper dans mes souvenirs, rencontré Pauline au moment de l'édition de son premier, enfin de l'édition du premier jeu qu'elle a illustré, Ten to Kill. Ten to Kill, c'est la boîte de jeu. On est alors en 2015, et depuis, vous l'avez retrouvé autour de Dicycle, dans la paume de la main, le Cardzle, Acropolis, Archéologique et d'autres encore. À ma droite, peut-être plus discrète, parce que c'est pas forcément toi que l'on retrouve toujours sur le devant de la scène. Delphine, qui est... Alors, est-ce que tu acceptes le titre de chef de projet MacGyver multiclassé? Ouais. On peut l'applaudir aussi. Tu es passé chez différents éditeurs. Si, là encore, je ne dis pas de bêtises, il y a même eu un petit moment de freelance. Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, voilà. Mais sinon, Yellow, Gigamic... Libellude. Et depuis 2 mois, en freelance à mon compte. Alors, ça fait partie de cette évolution. Donc, merci beaucoup à Delphine d'être avec nous. Et là, pour le coup, ok, applaudissez, j'en dirai pas plus. Sea Salt and Pepper, Draftosaurus, Roa, tentez plus. C'est Théo. Bonjour. Le but du jeu, mais ça va être très difficile, c'est que je me la ferme, moi. Normalement, je suis juste là pour voilà, passer les plats à gauche et à droite. On t'a pas présenté, Guillaume, quand même? Comment? Tu t'es auto-présenté ou pas? Parce que Guillaume, quand même, travaillait chez Philosophia à l'époque, puis chez Trick Track énormément, qui a porté le Néo Trick Track, notamment avec le Trick Track Show, avec jusqu'à sa fin, évidemment, donc merci, mais jusqu'à sa fin. Et aujourd'hui chez Lucky Duck Games, et quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Excellent orateur, mais un peu bavard, donc effectivement, on va le contrôler. Merci, merci à vous. Donc, comme je le disais, cette évolution, on va la sentir, à mon sens, dès le travail auteurial. Donc, je vais me retourner du côté de Théo. Je vais même citer Johan Benvenuto, avec qui on en a parlé il y a 10 minutes, sur le fait que... Alors, je vais utiliser le mot industrialisation. Il est peut-être encore un peu trop fort, même si c'est déjà un petit peu le cas dans le monde du jeu de société. Est-ce que cette industrialisation, voire cette surproduction, la réponse pour moi est oui, mais j'ai pas envie de t'influencer, a modifié ton rapport entre ton travail créatif et l'édition du jeu de société? C'est une grosse question, je vais essayer de pas répondre pendant 1 heure parce que c'est le temps total de cette conférence et je vais vous laisser parler. Oui et oui, mais de 2 manières différentes. Moi, à la fois, j'ai la chance d'être auteur à temps plein depuis 7 ans maintenant. Donc, il y a quand même une dimension où, même si je dois apporter une précision, je suis auteur à temps plein sans best-seller qui me permet de payer mon loyer pendant 1 année sans plus travailler. Et donc, j'ai une notion, il faut que je continue de produire des jeux, espérer qu'ils soient signés par des maisons d'édition, espérer qu'ils sortent, espérer que ça soit des succès au moins modérés, pour pouvoir derrière avoir une forme de sérénité financière. Donc ça, forcément, moi, ça m'entraîne une manière de travailler qui est un poil différente, puisque contrairement à quand j'ai commencé où j'avais un travail à côté, ça me demande d'avoir l'éditabilité d'un prototype en tête au moment où je suis en train de le réaliser. Néanmoins, le milieu est hyper foutraque et il y a des milliards de choses qui sortent, et les succès d'aujourd'hui sont pas ceux d'hier, et c'est difficile de se projeter sur les succès de demain, donc ça m'enlève pas une forme de créativité et de liberté. Et en même temps, il y a un espèce de truc, et c'est marrant parce que je raconte ça H24 depuis ces 2 jours d'Octogone, mais de me balader un peu sur ce qui se passe ici, notamment côté jeu de rôle. En fait, c'est hyper grisant et hyper inspirant pour moi parce qu'il y a une forme de radicalité dans le propos qu'on n'a pas spécialement dans le jeu de société, de par cette industrialisation et cet aspect commercial. Je pense entre autres à Inachevé de Loïc Musy et son co-auteur dont j'ai oublié le nom navré, qui est un jeu de rôle où on incarne des statues inachevées qui se réveillent pas finies et qui doivent chercher un peu un but à leur existence et amener une espèce de réflexion hyper poétique et hyper créative sur ça. Si moi, dans le jeu de société, j'arrive auprès d'une maison d'édition et de ma chef de projet, elle va me dire c'est super, mais des paysages de nature ou des vikings, ça va mieux vendre quand même. Et le jeu de rôle a un truc qui, moi, m'inspire beaucoup et qui me donne envie de réfléchir mon métier la semaine prochaine quand j'aurai dormi. C'est putain, c'est cool en fait. J'ai envie d'être un peu punk et de faire des trucs où on s'en fout et on va très très loin.
Bah, tu l'as fait un peu d'une certaine manière avec The Heist. Et c'est rigolo, quand on joue à The Heist, je sais pas s'il y en a dans la salle qui ont eu cette occasion, c'est pas vraiment un jeu de rôle, pas vraiment un jeu de société. C'est vraiment un hybride entre les deux et c'est ça qui est assez génial et assez nouveau. Et je pense qu'on a plein de choses à apprendre justement du rapprochement des deux univers. Du coup, je vais enchaîner parce qu'effectivement, cet aspect modification de l'acte créatif de jeunes autrices, de jeunes auteurs pourraient ne pas automatiquement l'avoir et y penser en disant j'ai mon idée, je sors tout ce qu'il y a à sortir de moi pour créer un jeu parce que c'est comme ça que j'en ai envie, j'y mets tout ce que je veux et voilà. Et il y a un petit côté un peu débordant. Alors que visiblement les auteurs qui ont de l'expérience de la bouteille, qui connaissent et qui analysent un petit peu la façon dont le marché change, sentent, et c'est là où je vais me tourner vers Delphine, sentent qu'il y a besoin de gagner du temps. Et donc, Delphine, est-ce qu'on te présente des projets de primo-auteurs qui sont effectivement pratiquement de plus en plus aboutis? Est-ce que ton travail est de moins en moins le développement du jeu et son accompagnement que allons jusqu'à la fabrication et voilà? Alors, pas vraiment. Déjà parce que quand on rencontre un auteur, on essaye... alors évidemment, c'est super agréable de voir les auteurs qu'on connaît, qui ont de la bouteille, parce qu'on sait que déjà leur discours il sera pertinent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu, dans tous les cas, ce sera pertinent. Et puis pour le côté humain, parce que c'est un milieu qui est très humain, on essaye quand même aussi de voir encore plein de jeunes auteurs, d'auteurs débutants, de primo-auteurs et autrices, parce qu'il n'y a pas assez d'autrices. Et du coup... on continue en fait d'avoir cette pédagogie-là, et même sur un jeu d'un auteur ou d'une autrice plus expérimentée, il y a forcément encore des choses à revoir. Non pas que le jeu soit pas forcément très bien, simplement entre la vision auctoriale qu'il y a pu y avoir et la vision éditoriale, il va y avoir des différences sur lesquelles on va discuter, parfois s'opposer, parfois enrichir aussi justement par la discussion. Et mine de rien, il peut aussi y avoir justement parce qu'on a ces contacts humains, c'est très régulier qu'on voit des prototypes d'auteurs où on se dit à partir de ça, on peut avancer ensemble. Parce que finalement, voir quelque chose qui est complètement abouti, c'est presque... il manque aussi cette part de travail en commun, cette part d'avancer main dans la main. Et c'est génial de voir un prototype d'un auteur, de le revoir 3 mois plus tard et de se dire « Ah, j'aime bien les modifications que tu as fait et tout », et de voir justement où on pourra aller ensemble. Donc je suis même pas sûre qu'on aurait envie d'avoir des projets parfaitement aboutis au poil, parce qu'on veut aussi avoir la place de s'exprimer en tant qu'éditeur et de vraiment créer un duo, un couple avec nos auteurs et autrices. Alors du coup, je vais pousser la question un peu plus loin et même être un petit peu bousculant, pardon. Est-ce que malgré tout, les choses ont évolué et on sait maintenant qu'il y a profusion, il y a hyper concurrence, il y a une fenêtre de tir qui s'est restreinte de plus en plus. Le jeu peut être considéré comme un jeu perdu, voire ancien, allez, mettons 3 semaines après sa sortie. Est-ce que ça ne donne pas automatiquement, en tant que chef de projet du côté éditeur, un espèce de warning qui s'allume très vite en disant non, là, il va falloir qu'on fasse mieux, il va falloir qu'on fasse vite. Là, si on veut que ça se vende, il faut que ça plaise au public entre 30 et 35 ans. Là, il faut que ce soit plutôt sur du thème comme ça. Et donc, automatiquement, passer dans un mode économique qui est un petit peu un mode bridant de la créativité. Comment est-ce que tu... Alors je sais, je fais exprès d'être un peu fort, hein, pardon. T'inquiète. Alors en réalité, ouais, forcément on se pose des questions. C'est-à-dire que si Théo, avec qui j'adore travailler, arrive en me proposant son jeu sur des statues dans lesquelles c'est super poétique et on complète un jardin, oui, je l'aime très fort, mais vraiment je suis pas sûre. Et peut-être que j'ai tort de pas essayer, parce que en réalité... il y a aussi une évidence économique derrière, à plus forte raison quand on est une maison d'édition, il y a des salaires à payer, et quand il y a 30 personnes derrière à payer, ben oui, on ne peut pas se permettre de faire juste pour le plaisir, juste au coup de cœur. Mais ça reste une composante super importante dans un choix, et un jeu aujourd'hui où on se dit « Waouh, ça c'est nouveau, ça je ne l'ai pas vu », il y a un truc, il y a quelque chose qui me titille, qui me donne envie d'aller plus loin dans l'expérience. On a aussi tendance à se dire que si nous, ça nous touche, potentiellement, ça va toucher plein de gens, parce qu'on reste des joueurs et des humains à la base. Du coup, la part de cœur, elle reste quand même importante, mais elle est jamais décorrélée des logiques économiques, c'est évident. Ce serait trop beau.
Et si je rebondis sur ça, il y a un truc qui est très paradoxal et moi qui m'intéresse beaucoup et qui me questionne beaucoup, c'est la notion de tendance actuelle du marché, où à la fois comme les jeux mettent longtemps à arriver, moi quand je réalise un prototype, dans un monde idéal, il va arriver à peu près 2 ans après dans vos mains en boutique de jeu. Dans un monde horrible, il va arriver 8 ans après dans vos mains dans une boutique de jeu. On va dire généralement quand même plutôt 2 ans. Donc il y a un truc de je peux pas me permettre de suivre les tendances. Néanmoins, il y a des grandes tendances qui se dégagent. Dernièrement, c'est les jeux où on récupère des machins, ces machins ils font des points, à la fin on a tous un peu le même score, mais on se dit ah c'était équilibré, c'était pas mal. Là je le dis de manière un peu négative, mais j'adore Château Combo, Faraway est un excellent jeu, mais cette typologie de jeu là dans des boîtes plutôt à 20 €, si Salt and Pepper peut être cité aussi comme exemple, c'est un truc que les maisons d'édition veulent. Néanmoins ce truc paradoxal c'est que quand un jeu de ce type là est arrivé en premier sur le marché, il y a eu un truc de ça a marché parce que c'était nouveau. Et donc il y a cette espèce de dichotomie extrêmement difficile, moi je pense pour les maisons d'édition, mais aussi côté Octoral, et on va en parler après, mais sur les choix graphiques aussi, de se dire que il faut réussir à être suffisamment dans la tendance pour que ton distributeur il te dise pas c'est cool, hein, mais nous on vend des Châteaux Combo et des Faraway les gars, donc votre jeu à 35 balles on va pas le faire. Et ne pas arriver avec des trucs qui sont trop disruptifs, et en même temps il y a aussi cette volonté à la fois personnelle, parce que moi j'ai envie de faire des trucs bizarres, et à la fois d'essayer de marcher aussi à ce niveau-là, de se dire mais c'est quoi la tendance de dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Et ça, c'est hyper compliqué de trouver et hyper compliqué d'y répondre parce que globalement, on sait pas et on navigue un peu à vue, quoi. Complètement. Et quand on regarde aujourd'hui dans ce qui nous paraît être tout à fait normal dans du jeu de société, il y a 4-5 ans, ça l'était pas. Quand Unlock est arrivé, tout le monde a dit c'est mort. Jamais les joueurs accepteront de payer 30 € pour une expérience en one-shot qui derrière se jette, à la limite se prête ou se revend. De toute façon, ce marché de la revente va faire que les ventes décolleront pas. Et au final, aujourd'hui, des jeux narratifs qui ne se jouent qu'une fois et où tout le monde trouve ça ok parce que finalement, bah oui, on a mis 30 €, mais on a eu une super expérience, on a passé une super soirée avec nos proches. Ça ne choque plus personne. Et il y a 5 ans, c'était un pari ultra audacieux de réussir à le faire. Donc si à l'époque, les Space Cowboys s'étaient dit on va rester dans des trucs safe, les gars, jamais ils l'auraient fait. D'un autre côté, ils ont pris un pari qui aurait pu être ultra coûteux et qui potentiellement, je dis pas que c'est le cas des Space Cowboys, mais potentiellement un pari comme celui-là, ça peut couler des boîtes si derrière on y met trop de moyens et que les recettes suivent pas derrière. Donc il faut de l'audace, mais c'est pas évident. Ouais, il y a une vraie dichotomie. Non seulement elle est forte côté éditeur, mais vous l'avez peut-être vous-même ressenti. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai déjà vécue en tant que joueur. C'est-à-dire que le jeu et sa proposition, sorti en boutique après un travail autorel, après un travail d'illustration, après un travail de développement, il m'est proposé à un prix. Et ce prix, par rapport à la proposition, tout d'un coup, elle me stoppe. Parce qu'il y en a beaucoup, peut-être trop, la question n'est pas, en tout cas, on ne résoudra pas la question ici. Mais par exemple, je dis 40, non. Et effectivement, vous avez peut-être entendu des influenceurs, etc., en parler et tout. Tout d'un coup, c'est la période où le jeu est fini, il est en solde. C'est fini. Par contre, moi, joueur, à 20, oui. Pas 40. Mais du coup, le jeu, lui, il est déjà mort. Éditorialement parlant, c'est fini. Du coup, je vais me retourner du côté de l'autre partie créative, on va dire aussi, par rapport à l'illustration, en sachant qu'il y a d'autres problèmes. On ne parle... Enfin, si on peut en parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois encore, on ne résoudra pas le point IA générative. On ne le résoudra pas ici. Il y a beaucoup d'avis, généralement tranchés. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait à ce propos-là, mais il n'empêche que c'est une partie un des éléments qui a modifié ce travail-là. Je vais l'attaquer sous un autre angle, qui est sur cette tendance que l'éditeur va vouloir impulser. Et où en même temps, originalité, en disant on va aller essayer un petit peu quelque chose. Comment est-ce que ton travail depuis 2015 a justement évolué? C'est-à-dire, vas-y Pauline, fais-nous rêver, t'es libre, carte blanche. Alors Pauline, on aurait besoin d'un brief extrêmement précis avec des couleurs plutôt ton pastel, parce qu'en ce moment, avec peut-être un petit côté de collage, enfin voilà, où on en est? Alors, il n'y a pas eu vraiment d'évolution drastique sur la façon de travailler. Non, il n'y a pas eu d'évolution drastique. En gros, ça dépend aussi des maisons d'édition. Moi, j'ai toujours eu plusieurs cas de figure. Donc, effectivement, quelque chose où on m'a toujours donné carte blanche, et ça existe encore aujourd'hui, à quelque chose aussi qui a été très charté déjà en amont. Non, là, je trouve où il y a une petite évolution du milieu, c'est plutôt sur le recrutement, entre guillemets. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à 2015, on fait beaucoup plus confiance au réseau
plutôt qu'au salon professionnel où on rencontre vraiment les professionnels du jeu. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à, c'est pas forcément de la paresse, mais de sélection qui est différente, où on fait plus confiance effectivement à l'illustrateur qui est déjà très implanté ou qui a beaucoup de followers ou des choses comme ça, plutôt que rencontrer la nouveauté, mais humainement, on va dire, directement en entretien. Donc j'ai déjà noté cette petite différence-là. Et après, au niveau des tendances aussi, alors moi je suis peut-être un cas particulier parce que à chaque jeu que j'ai illustré, je m'adapte à la mécanique plutôt qu'à vouloir imposer un style particulier. C'est ce qui me différencie peut-être de la plupart des illustrateurs ludiques que je connais. Donc moi, j'ai pas ce problème de tendance parce qu'effectivement, je cherche toujours un style différent, quelque chose de nouveau, un peu comme Théo dans le côté recherche. Moi, c'est peut-être un côté un peu plus raisonnable en se disant si mon style est imposé, qui va être, je sais pas, ultra populaire pendant un temps d'années, est-ce que je vais pas aussi ne pas être pérenne dans le temps par rapport à mon style, parce que en termes de tendance, il y a bien sûr des mécaniques de jeu, mais il y a aussi des styles. Et ça, depuis 2015, moi je l'ai bien vu, il y a des gens qui étaient ultra populaires et qui commencent petit à petit à se faire gentiment ghoster parce que on a peur aussi, je pense, en tant qu'éditeur, de justement ne plus proposer de nouveautés, de s'imposer dans des styles graphiques qui sont déjà vus et revus et que peut-être que le public a envie de changer. Et voilà, moi je pense qu'il y a aussi le côté, comme tu dis, contradictoire. Il y a le côté on veut plaire, donc c'est très bien de faire participer des gens qui sont déjà ultra reconnus dans leur milieu, mais en même temps, on veut aussi innover, et l'innovation part aussi par des acteurs qui n'étaient pas forcément dans le jeu. Ça peut être des illustrateurs de bande dessinée, des illustrateurs qui viennent d'univers complètement différents. Et ça, voilà, c'est la petite différence. Avant, effectivement, le jeu était un peu moins largement connu du public. Et on avait un côté un peu plus, voilà, pas forcément entre soi, mais création d'un petit élément famille, on va dire. Et donc voilà, avec la popularité grandissante du jeu de société, effectivement, on a les mêmes problématiques que dans tous les médias créatifs là-dessus. Je rebondis, c'est excellent, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, on a entendu 100 best-sellers pour pouvoir vivre à l'année, il faut quand même continuer de pouvoir, etc. 100 best-sellers, donc quelque chose qui a marqué suffisamment pour rester dans les âges. On a entendu le côté tendance. On vient d'entendre ce côté réseau, entre guillemets, réseau qui finalement a servi à un moment, puis là tout d'un coup, elle serait peut-être mis un petit peu de côté parce que est-ce que ça va continuer de plaire? Je vais poser la question à Delphine. On est à l'ère où on met des journalistes de côté. Je suis un peu dur, une fois encore, vous me connaissez, j'ai toujours envie de côté un peu bisounours, pardon, mais on met un peu le journaliste de côté et on va remettre un petit peu au centre du village le côté un peu influenceur, influenceuse, donc l'influence auprès d'une communauté. Une communauté qui fait remonter des grandes tendances. Cet aspect très communication, parfois très policé, très marketeuse, si je donne le côté un petit peu péjoratif du terme. Est-ce que ça a aussi modifié la façon dont on entrevoit le développement d'un jeu? Grosso modo, ok, merci Théo, tu m'as amené un super proto. Ok, attends, bouge pas. Voyons voir. Les influenceurs, ils disent ça en ce moment. Dans 6 mois, on peut se projeter comme ça. Les illustrateurs, c'est un petit peu plus comme ça. Ouais, d'accord, on va le faire. Est-ce que ça en est là? Waouh. Bonjour la question. Alors, en vrai, c'est pas à ce point. Alors, après, je suis éditrice, chef de projet. Je suis pas dans la com. À chaque fois que j'ai travaillé en maison d'édition, j'avais des collègues à la communication qui, eux, allaient avoir les réflexions autour de tout ce qui était beaucoup plus influence. Mais oui, généralement après. Par contre, sur les choix mécaniques, les choix graphiques, alors dans les maisons où j'ai travaillé, globalement, ça se faisait beaucoup en collégial, c'est-à-dire que oui, c'est le pôle éditorial qui amenait les prototypes, qui les faisait tester aux collègues, mais la décision, elle était un peu commune. On demandait aux commerciaux, ok, vous en pensez quoi par rapport au retour de vos boutiques, à la com, ok, vous en pensez quoi? L'objectif, c'est rarement que ce soit les éditeurs tout seuls dans leur petit coin qui fassent leur truc, parce que de toute façon, derrière, si notre propre équipe, elle n'est pas convaincue, on n'arrivera à rien. C'est eux les premiers qu'on doit convaincre, c'est le reste de l'équipe, pour que eux-mêmes soient ambassadeurs auprès des boutiques, des médias ludiques, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais il y a toujours une réflexion
qui est commune et qui n'est pas uniquement éditoriale dans des équipes. Ça se fait de manière très 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 présente ou un peu moins présente selon les éditeurs, mais c'est quand même toujours, ça existe toujours. Et concernant les tendances, en fait, on se fie beaucoup plus à qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Tiens, en ce moment, il y a vachement de jeux sur la nature. Ok, c'est chouette. Est-ce que c'est une piste? Est-ce que peut-être, justement, du coup, on veut pas faire ça parce qu'on veut pas être le 20e jeu des scènes avec encore un jeu sur la nature? Ça se fait vraiment avec la veille, avec l'analyse du marché. Juste Théo, juste avant que tu rebondisses, c'est étonnant parce qu'on a aussi ce retour parfois inverse. Ok, il y a trop de jeux sur la nature. J'en parle là pour le coup avec cette nouvelle casquette et donc les retours que j'ai pu avoir côté le Lucky Duck par exemple, ce n'est qu'un exemple. En disant ok d'accord, on va faire un jeu sur autre chose. Et là du coup le retour boutique, mais c'est pas pour pointer du doigt les boutiques, pas du tout, parce que le retour boutique il vient aussi du retour des joueurs et des joueuses, donc de vous toutes et vous tous. Mais c'est ah ouais, mais alors ce thème c'est un petit peu clivant. Non, mais finalement je vais reprendre un Earth avec un jeu de la nature. Et là du coup tu fais alors du coup on nous demandait de changer, mais là on a peut-être changé un pas de côté trop fort et au final vous préférez, parce que c'est normal, on est grégaire humainement parlant, le classique dans lequel on se retrouve et on est un petit peu plus à l'aise. Waouh, mais comment je fais pour gérer? Excuse-moi Théo. Non, t'inquiète, c'est une très belle remarque et effectivement ce pas comme d'hab, pas bizarre, il est insupportable. Parce qu'il est difficile à trancher, c'est le cas aussi sur les styles graphiques, oui, c'est t'évoquais exactement ça. la même problématique, effectivement. On a toujours le côté sécurité du thème, mais juste le thème déjà, thématique du jeu, où effectivement, il y a des jeux qui sont très audacieux et qu'on rêverait d'illustrer. On dit toujours on a illustré toutes les thématiques. Non, c'est pas vrai, il y a des thématiques qui peuvent être extrêmement pointues et intéressantes, mais effectivement, le côté interrogation, est-ce que le public va adhérer, est-ce que le public va acheter, parce qu'il y a tellement d'enjeux, au final, quand on crée un jeu. Moi, la question que j'avais peut-être pour toi, Delphine, c'est est-ce qu'il y a des phases où vous vous sentez plus libre de prendre des risques, justement, à quel point la prise de risque arrive et en mode combien de cycles, tous les combien ça arrive, en fait? Parce que je pense qu'il y a des phases où un éditeur peut dire là, c'est bon, on a vu déjà suffisamment de bonnes choses pour se sentir légitime, en fait, de prendre ce risque-là. En fait, tout ça, c'est un énorme cercle vicieux. Donc, effectivement, il y a un moment, il faut qu'on arrive à le briser, parce que quand nous, à l'éditorial, on se dit non, mais désolé Théo, les commerciaux, ils voudront jamais de ton jeu de rapidité, d'observation rapidité, et que derrière, les commerciaux disent ah, nous, on n'a rien dit, c'est les boutiques. Et après, on discute avec les boutiques qui disent ah non, nous, on n'a rien dit, c'est les joueurs. Et les joueurs ah non, mais nous, on n'a rien dit, c'est juste qu'il n'y en a pas sur le marché. Alors, il y a un moment, oui, il faut qu'on arrive à le briser. Et ça passe par des auteurs qui proposent des choses nouvelles, ça passe par des styles graphiques et des thématiques différentes, que ce soit une proposition éditoriale ou une proposition de l'illustratrice avec qui on travaille. Généralement, je dirais qu'on s'autorise peut-être ça, soit quand on veut essayer d'aller chercher justement un autre public. Ah, ok, j'ai un jeu, il est cool, j'ai envie d'aller chercher peut-être du public qui a l'habitude d'un style graphique de BD, quelque chose de peut-être un peu sombre, qu'on fait pas forcément dans le jeu de société. Allez, on y va parce qu'on veut essayer de viser autre chose. Ou alors, ça peut être un peu l'inverse de je suis convaincu que ce jeu, mécaniquement, il est super bon, mais il est super bon au milieu de plein de jeux super bons. Du coup, comment je peux faire pour que graphiquement, il se démarque? Pas forcément avec un public déjà en tête, mais simplement se dire ok, Pauline, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que toi, avec ton background, tes capacités en direction artistique, tu peux me conseiller pour que le jeu, à la fin, ce soit pas un énième jeu dans un style qu'on connaît déjà? Oui, puis et du coup, je pense que la force du jeu, elle joue beaucoup. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas encore relevé, c'est aussi le côté, en tant qu'illustrateur, proposer des nouvelles choses, c'est bien, mais des fois aussi, il ne faut pas se planter de cible, parce qu'il y a des jeux qui sont extrêmement bien illustrés, ou en tout cas qui donnent envie, et au final, c'est pas du tout le jeu ne reflète pas du tout la beauté qu'on y a mis, en tout cas l'intention éditoriale qu'on a voulu mettre. Donc il y a aussi ce côté-là où il faut être un peu prudent sur proposer des nouvelles choses, en tout cas pour ma partie à moi. Hein. Mais oui, on a aussi une responsabilité de faire refléter vraiment ce que le jeu induit vers le public. Vas-y, je t'en prie. J'allais juste rajouter, effectivement, en plus, l'effet déceptif, il peut être super fort. Si on a fait une DA super mignonne, hyper bucolique, un peu poétique, et que derrière le jeu, il est ultra mathématique, c'est du tableau, c'est du jeu à moteur, y a sûrement plein de joueurs qui vont venir en mode « Ah, c'est trop bien, c'est hyper cute !»
ah ouais, mais c'est ultra froid. Et c'est ok, il y a plein de joueurs qui adorent les jeux froids, mais du coup, peut-être qu'on veut pas une direction artistique ultra cute. Donc en plus, prendre des risques, il faut aussi essayer de toujours faire gaffe à la cohérence entre la direction artistique qu'on veut avoir et la mécanique du jeu qu'on a à la base. C'est une alchimie vraiment compliquée et j'allais rebondir sur le fait que c'est aussi un milieu plein de poncifs et de personnes qui savent et qui vont asséner des grandes vérités qui sont pas toujours vraies. Typiquement, personne voulait de jeux de quiz parce que les jeux de quiz ça marche pas, et puis il y a eu TTMC et puis il était meilleur que les autres et il a marché. Personne voulait jeux de mémoire et puis il y a eu That's Not a Hat et puis ça a tout défoncé. Non mais les observations rapides, on les regarde même pas en tant que maison d'édition. Puis coucou Twinit. Et à chaque fois il y a des contre-exemples qui moi m'apportent une sorte de satisfaction parce que ma vie est un peu un shonen dans ma tête, mais de me dire ok, pourquoi est-ce que TTMC ça a marché alors qu'il fallait pas faire de jeux de quiz? C'était putain de bien en fait. C'était infiniment mieux que tous les quiz qui existaient. Donc il y a vraiment ce côté un peu de... Moi j'écoute toujours ce que me disent les maisons d'édition parce que j'ai envie d'arriver avec des trucs qui sont pertinents et qui reflètent ce qu'elles recherchent. Et en même temps, dans le fond de ma tête, je me dis toujours oui, je vais faire ce truc qui est un peu à contre-courant, mais je vais essayer de le faire mieux. Et peut-être que si j'y arrive, ce qui n'est pas évidemment régulièrement le cas, voire pas souvent, et si j'arrive avec un truc qui est suffisamment bon pour casser un peu ces codes-là, je vais y arriver. Donc s'il y a des autoristes amateurs et amatrices dans la salle qui veulent faire des choses, essayez de faire des trucs bizarres, disruptifs, mais continuez de faire des roll and write, des jeux d'observation rapidité, des trucs où on vous dit faut pas les faire, personne en veut, parce que peut-être que c'est vous les prochains Wolfgang Warsch, Castor Lap et ces gens-là, et qui vont proposer des trucs vraiment formidables, qui vont rebriser ces barrières-là et qui vont reproposer des cycles. C'est plus dur que faire un petit jeu à combo avec des cartes que tout le monde veut signer, hein, mais ça vaut le coup de encore explorer ça parce que je pense que toutes ces vérités, elles sont sur des fondements réalistes, mais qu'elles peuvent toujours être brisées. Et c'est génial quand on voit quelque chose de nouveau. Par contre, c'est sûr que quand on nous dit, parce que oui, il y a eu TTMC, mais le nombre de fois où on nous montre « Hey, j'ai un jeu de quiz, il est génial. Regardez, TTMC, ça a marché. » Ouais, mais TTMC, ça a 10 ans. J'exagère, peut-être pas tout à fait, mais ça commence. Mine de rien, entre... Il y a ce qu'il y a... Oui, il y a eu le premier jeu de quiz qui a vraiment marché. Il y a eu le premier jeu d'observation rapidité qui a remis ça au goût du jour. Mais il faut être vraiment super attentif à... Ouais, mais ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un vrai jeu de quiz cool depuis TTMC? Perso, j'en ai pas en tête qui me viennent là comme ça. Moi non plus. Ce qui voudrait dire que cette évolution vers un milieu qui forcément s'est développé économiquement et qui donc du coup s'organise, s'industrialise un petit peu, se formalise, eh bien on est aussi passé d'un domaine un petit peu artisanal où le côté un peu franchouillard, interpersonnel, les rencontres et pourquoi pas, c'est signé sur un bout de table et allons-y et ça fonctionne, est en train non pas de disparaître parce que ça ne disparaît complètement jamais. Il y aura toujours possibilité d'avoir du un petit peu underground, de la voie de garage qui devient une nouvelle autoroute un petit peu plus loin. Mais malgré tout, les choses se sont un petit peu formalisées. J'aurais presque envie de dire, mais dites-moi pour chacun de vos métiers, donc je vous pose la question à chacun et chacune, j'aurais presque envie de dire que la liberté, que ce soit éditoriale, créatrice, en termes d'illustration, cette liberté, elle se soupèse de l'autre côté avec la prise de risque. Et pour résumer ça, quoi de mieux que de se dire, je peux oser, mais il faut savoir ce que je veux. Si j'ose faire du complètement, pardon pour l'expression, what the fuck, et que ça ne marche pas pendant 10 ans, je le savais dès le départ, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est du what the fuck. Si je veux faire c'est le plus petit dénominateur commun, parce qu'il y a de grandes chances que le grand public adore, etc., il y a peut-être plus de chances que ça fonctionne, mais par contre, il ne faut pas que je m'attende à être renommé pour une créativité folle, parce que je vais être un parmi tout plein. Donc, est-ce qu'on peut résumer ça sur cette liberté, osons, mais il faut savoir ce que je veux et les risques qui vont avec. Moi, je voulais juste répondre par rapport à ça sur une partie de cette question. C'est que plus on va travailler dans le milieu du jeu de société, plus on va se professionnaliser. C'est-à-dire que, pour ma part, quand j'ai commencé en 2015, forcément, je ne savais pas encore trop gérer un planning, gérer le temps de travail. Et maintenant, du coup, voilà, je sais exactement sur tel jeu combien de temps ça va me prendre.
quel type d'illustration je peux proposer, aussi tout simplement aussi en fonction du budget, hein, il y a ça aussi. Mais du coup, j'ai acquis une espèce d'automatisme qui fait que oui, je sais très bien illustrer un jeu, je remets les choses en même temps, mais du coup, j'ai aussi perdu, comme tu dis, la nouveauté ou le côté, ce que je pouvais apporter de nouveau, impulsif, instinctif, parce que moi, je connais maintenant les contraintes qui existent et auxquelles je vais devoir répondre. Donc je parlais de cycle tout à l'heure, mais je pense qu'il y a de ça aussi. C'est qu'il y a plusieurs générations qui sont là depuis 2015. Enfin, moi, ça fait 2015, depuis le plus ancien. Mais j'ai bien vu aussi la façon de travailler. On a aussi la façon traditionnelle. Maintenant, on est dans le full numérique. Plus tard, on ne sait pas. Mais voilà, c'est des façons aussi de travailler qui sont différentes et qui, à mon avis, amènent des choses tous les temps d'année, peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il va toujours y avoir des renouveaux dans le jeu. Là, effectivement, dans un monde où on voit que, pour moi, le jeu de société évolue un peu comme dans la bande dessinée, où il y en a de plus en plus, qu'il y a des marchés ultra saturés qui vont arriver. Oui, on prend plus de risques, mais à mon avis, ça reviendra. C'est juste que, il faut que les choses changent, qu'on retombe toujours sur nos pattes, pour avoir ce côté productif, tout simplement. Donc voilà, il y a le côté aussi, on est professionnel, donc on s'autorise moins de choses, qui fait que c'est, voilà, exactement ça, on dit à chaque fois. Alors, il y a une balance, c'est évident. Après, je suis peut-être légèrement biaisée sur cette question, parce qu'avant d'être dans le jeu de société, j'ai fait mes études en métier du livre, dans l'édition des livres, qui est un monde qui s'est professionnalisé depuis longtemps. Et un de nos professeurs, qui était un éditeur, un des intervenants, nous disait, de toute façon, dans l'édition, on édite 10 livres, et on espère qu'il y en ait un qui marche pour financer les 9 autres. Et en réalité, ça, c'est tellement vrai. Oui, il y a un moment, il faut le faire, ce best-seller qui est peut-être ultra convenu, mais d'un autre côté, le fait qu'il marche, c'est ce qui permet aussi de prendre des risques, parce que celui-là est tellement positif, et 1 pour 10, c'est génial comme ratio. Honnêtement, si on en a un qui permet de tirer les 9 derrière, c'est incroyable. Donc, tout est là. Tout est dans ok, à quel point je suis solide sur mes assises pour me permettre de prendre des risques jusqu'au moment où non, et il y a très peu d'éditeurs qui peuvent se permettre de faire ça. On a besoin que ça marche un minimum, parce qu'un four, oui, c'est l'argent qu'on a mis en tant que production, mais il faut pas oublier que c'est également un an facile de boulot d'une équipe qui a bossé dessus, donc des graphistes, des commerciaux, des gens à la com, des éditeurs. Donc voilà, je pense que la balance, elle se situe là, en fait. À quel point les jeux précédents me permettent de prendre des risques, parce que financièrement, je peux me le permettre. Théo, c'est pareil dans cet aspect création, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Il y a cette perpétuelle remise en question et en même temps, qu'est-ce que je peux me permettre? Allez, j'ose un petit truc un peu foufou, mais il faut quand même que j'ai des projets un peu plus sécures. C'est pas le bon mot, bien sûr. C'est plus... en fait, ce qui est compliqué déjà, c'est qu'il y a plusieurs typologies d'auteurs et d'autrices de jeux. Et des personnes, dans mon cas, à savoir... C'est mon seul métier et c'est ma seule source de revenus, mais je suis pas pérenne grâce à un succès. On est vraiment très très peu. Je pense qu'on doit être une trentaine en France. Je crois qu'on est une 50aine ou une 60aine à ne vivre que du monde du jeu. Et si on élimine les gens qui n'ont pas spécialement besoin de travailler parce qu'ils ou elles ont des gros succès commerciaux, ça fait encore moins de gens. Moi, je le visualise pas tant sur ce côté-là que sur le côté... des fois, je fais des projets qui sont un peu pantouflards, des trucs où je me dis ça fonctionne bien, c'est chouette. Je suis content de ce que j'ai fait à la fin. Je vais sûrement trouver une maison d'édition. Peut-être que ça va marcher et je suis fier de ce que j'ai fait. Et on verra bien. Mais c'est pas trop bizarre. Et des fois, je fais des trucs. Un jeu comme The Loop, un jeu comme La Maison des Souris. Quand on travaille sur La Maison des Souris, notre constat, c'est on est hyper content avec Elodie et hyper fier de ce qu'on a fait. Peut-être que personne va en vouloir, en fait. Parce que c'est trop bizarre. Et voilà, ça a marché, c'était chouette. Mais je manage un peu la chèvre et le chou sur ça entre les deux manières de faire. Après, un auteur ou une autrice qui a un travail à côté pourrait faire que des trucs hyper punk. Un mec, il est plus là, mais il est passé il y a 3 secondes. Mais Antoine Bozac a la chance d'avoir un succès. Je suis vraiment mauvaise langue. Qui a plusieurs énormes succès qui lui permet de travailler à un rythme vraiment léger. Antoine, sa philosophie, elle est je fais que des trucs qui m'éclatent de ouf de bout en bout parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, je fais des trucs pour qu'ils soient marquants. Le rêve de la vie pour pas mal de gens, dont moi en tout cas. Forcément, si tu as un boulot à côté, tu peux être un peu plus punk et te dire je prends du temps sur mon projet et ça marche mieux. Donc ça dépend vraiment de la typologie des personnes. Et après, il y a un autre truc qui est important, c'est on sait pas ce qu'est un succès aujourd'hui. Il y a quelques auteurs, on les aime pas trop, qui essayent d'analyser froidement les trucs et qui disent j'ai compris la recette.
Je vais mélanger les 5 derniers spiels d'SRS pour faire un jeu qui fonctionnera tout de suite. Force est de constater que ça marche pas non plus. Pas tout le temps, j'ai quelques contre-exemples en tête, mais je vais pas citer de nom. Mais c'est rare que des personnes qui se disent mon objectif est un succès commercial et critiquent y arrivent en fait. Ce qui est trop bien. Moi, c'est hyper grisant de se dire d'un coup, et là c'était il y a encore plus longtemps, mais il y a un truc comme Dixit qui arrive et tout le monde fait pardon, c'est quoi ce truc? Personne en veut, et quand ça débarque, ça défonce tout. Et c'est trop chouette de voir que ces tendances-là, elles sont bouleversées par des ovnis régulièrement. Et comme on peut pas savoir, bah autant faire des trucs qui nous font plaisir et on verra à la fin, quoi. Parce qu'en tout cas, moi et ma manière de procéder, évidemment, à la fin, des fois, je suis pas fier de la même manière de tous mes jeux. Et il y en a que je trouve meilleurs que d'autres, et il y en a où je me dis, oui, je vais quand même essayer de le placer dans une maison d'édition parce que j'ai travaillé dessus, et si ça peut me payer au moins 2 mois de loyer, je suis content. Mais la plupart du temps, je fais des jeux parce que j'ai envie d'y jouer et que je les aime bien. Et là encore, c'est un peu résultat orienté, mais les jeux où j'ai pris le plus de plaisir, où je me suis le plus éclaté, où on a été le plus genre, vas-y, on s'en fout. En fait, c'est ceux qui ont les mieux marché, souvent. On pourrait encore continuer, puisqu'il y a d'autres éléments, une fois encore, on l'a dit, sur l'aspect du développement, le temps, le travail en équipe, le travail en réseau, ces tendances qui bougent et qui sont de plus en plus instables parce qu'elles bougent de plus en plus vite. Et peut-être qu'elles bougent de plus en plus vite parce que le vivier, pardon d'utiliser ce mot, des joueuses et des joueurs est de plus en plus vaste. Et donc, il y a de plus en plus de possibilités de s'adresser à tel ou tel type de public. Mais on voulait garder un petit peu de temps pour vous laisser aussi la parole, pour pouvoir poser vos questions sur ces métiers qui font le jeu de société, leur évolution, ce que vous avez vu, pensé, réfléchi de votre lorgnette, de votre fenêtre. Donc, on prend, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Allons-y, est-ce qu'il y a des questions? Et s'il n'y en a pas, vous inquiétez pas, on va meubler. Donc le micro arrive, moi j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes hyper nombreuses et nombreux et c'est hyper chouette que vous soyez là. Merci d'être venus, de soutenir le truc. On sait jamais les conférences dans le monde du jeu s'il va y avoir personne, ce qui est ok, ou s'il y a du monde. Donc merci à tous et à toutes d'être là. Bonjour. Ah oui, c'est fort. J'ai une question pour l'illustration. Comment vous êtes entré dans le monde du jeu de société? Est-ce que vous avez présenté un book? Comment ça se passe? Je suis très curieuse. Alors, comment je suis entrée? À la base, donc en 2015, on a commencé à s'intéresser aux jeux en tant que joueur. Parce que mon mari, du coup, fait des jeux de société aussi. Et donc, pour l'instant, au début, c'était vraiment un hobby. On a commencé à faire les salons. Et donc Johan, mon mari, a commencé à vouloir être auteur de jeux, donc à faire ses propres prototypes. Et vu qu'à la base, moi, j'étais illustratrice, j'illustrais ces prototypes. Donc on les avait présentés en salon, mais à la base, moi, c'était vraiment plus pour développer l'objet que devenir professionnel là-dedans. Et en fait, comme 80% des cas, j'ai envie de dire, c'est un coup de bol au début qui a fait démarrer les choses. Le prototype que j'avais illustré pour Jo, c'est la boîte de jeu qui venait de se lancer à l'époque, qu'il avait vu, qui cherchait un illustrateur et qui m'a proposé, le premier était Minute to Kill. Donc moi c'était top parce que du coup c'était un premier vrai jeu de société. Je l'ai illustré, donc ça a été le premier et le premier est toujours plus facile pour les suivants. C'est comme ça que les autres sont arrivés et c'est vraiment du petit à petit. Mais le conseil que je peux donner, c'est toujours être présent sur les salons si vous voulez vraiment vous professionnaliser là-dedans. Encore plus aujourd'hui, parce que maintenant les salons sont beaucoup plus accessibles aussi pour les gens qui veulent montrer leur book. Mettre un book régulièrement. Maintenant les réseaux sociaux sont là aussi pour aider, j'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, si vraiment vous avez la volonté de travailler là-dedans, montrez-vous, allez, renseignez-vous, regardez toujours ce qui se fait en nouveauté et proposez. Vraiment, commencez peut-être par les plus petites maisons d'édition, mais c'est même pas vraiment forcément le cas, parce qu'encore une fois, maintenant les grandes maisons d'édition cherchent de la nouveauté, cherchent vraiment de la fraîcheur dans les jeux. Donc il y a de la place pour tout le monde, à tous les niveaux, je pense. J'ai un exemple rigolo sur ça, juste parce que ça me revient. Je viens de sortir un jeu qui s'appelle Inori, qui est illustré par Suzanne de Montron. C'est son 2e jeu. Elle a envoyé un mail à info@spacecowboy.com. Avec son book, ils cherchaient quelqu'un, ils ont fait « Putain, ça défonce !» Ils l'ont engagé et ça l'a fait, quoi. Donc c'est aussi un milieu où y aller un peu. Et moi, c'est un conseil que je donne côté octorial, mais qui est vrai côté illustration aussi, en fait, vous risquez rien. C'est-à-dire que si vous envoyez votre book et que les gens ils aiment pas votre travail, ils vont pas vous envoyer un mail disant t'es une grosse merde, on travaillera jamais avec toi. Au pire, ils répondront jamais s'ils ont pas aimé ou si on l'ont pas vu. Au mieux, ils vous engageront pour faire un jeu, donc ça vaut le coup d'y aller des fois. Et j'ajouterais même, parce qu'on en reçoit beaucoup des books, et dans les choses qui des fois font la différence, c'est tout bête, mais avoir un book qui est facile à accéder, c'est con, hein, mais tous les chefs de projet n'ont pas Insta. Je suis peut-être une boumeuse, mais perso, quand j'ai que un Insta,
désolé, je peux pas regarder. Donc un ArtStation, c'est quand même vachement mieux et ça fait un peu plus pro. Et n'hésitez pas à le mettre à jour régulièrement. En fait, qu'on voit les nouveaux styles, les nouvelles possibilités. Ah, j'aime bien mettre des choses diverses parce que des fois, on va chercher quelqu'un qui est super doué pour faire de l'animal. Des fois, on va se dire non, là, je veux juste quelque chose d'un peu poétique avec des paysages. Et du coup, avoir des choses assez différentes, mine de rien, ça permet de se dire, en ce moment, je sais que je cherche pour un jeu avec des animaux. Bah, j'écume les groupes Facebook d'illustrateurs, je regarde ce qui passe. Si derrière je vois que des choses avec des humains, des paysages, je m'attarde pas dessus. Donc avoir une variété qui représente bien tout ce que vous êtes capable de faire, c'est super riche et c'est la meilleure façon que quand on passe sur le book, on s'y attarde. Et on enchaîne parce qu'il y avait plusieurs mains levées, donc n'hésitez pas. C'est moi qui ai micro. Bonjour déjà. Moi j'ai une question, c'est plutôt pour rebondir quand vous parliez de la saturation justement à l'instant au niveau hauteur. Quand on vient présenter des prototypes, souvent on ne sait pas à quel moment on amène le prototype devant l'éditeur parce qu'on est en mode soit c'est pas assez propre, ça nous plaît à nous mais on sait que c'est pas assez propre, soit on arrive et c'est trop propre et on a peur que ça soit trop propre et que l'éditeur puisse pas se projeter. Elle est où la marge de manœuvre ou à quel moment on peut se situer pour être le plus juste et puis surtout pas saturé parce qu'on sait que les demandes sont extrêmement énormes sur les salons notamment. Je pense que tu vas être d'accord, mais je vais fouiller dans ma poche et je vais sortir la carte de ça dépend et ça dépend. En fait, il y a à la fois des gens qui ont besoin, si tu dis propre au niveau mécanique, d'avoir des choses qui sont parfaitement rodées et parfaitement finies. Moi, je sais qu'il y a des maisons d'édition, je leur ai présenté des choses, il n'y a rien du tout qui a été modifié entre le prototype mécaniquement et la version éditée. Et je savais qu'elle aurait fait 0 développement. Et il y a des maisons d'édition que ça aurait embêté que j'arrive comme ça et qui ont besoin d'avoir une marge de manœuvre. Donc ça dépend un peu et c'est un peu complexe. Moi, je trouve ça... Dans tous les cas, c'est souvent plus positif d'arriver avec quelque chose d'assez fini que d'arriver avec quelque chose de vraiment pas fini. Donc j'ai tendance à... Il faut pas aller ad nauseam sur un truc où tu t'es rendu folle et t'as fait des milliards et des milliards de parties, ça sert à rien de se dégoûter de son propre jeu, mais arriver avec quelque chose de vraiment calé, vraiment carré, notamment sur le prototype d'un point de vue ergonomique. On s'en fout des dessins, prend des images sur ArtStation ou sur Google, mais pas de l'IA parce qu'on les déteste. Mais sur le reste, vraiment le plus important c'est que ça soit hyper ergonomique. Mais c'est bien que ça soit vraiment fini. La seule moment où moi je m'autorise autre chose, c'est sur les jeux qui ont un propos fort, notamment scénaristique. L'exemple de Détective Charlie est pas mal, je pense, à ce niveau-là. Quand j'ai eu l'idée de Détective Charlie, j'ai fait un scénario, bien rodé, bien ficelé. Une promesse de deuxième scénario sur regardez, le système de jeu peut aller dans ce sens-là, mais j'en ai pas fait 6 parce que si personne en voulait, j'aurais fait 6 scénarios pour rien. Et qu'avec un scénario, la maison d'édition pouvait déjà se projeter. Mais aller le plus loin possible, arriver avec un truc clean, je crois que c'est le mieux, surtout quand on connaît pas les gens. Oui, et je rejoins entièrement Théo sur le côté avoir quelque chose de propre d'un point de vue ergonomie. C'est-à-dire que quand on lit les règles, qu'on ait rencontré ou pas l'auteur ou l'autrice à la base, il faut qu'on arrive à se remettre dedans. Donc avoir des règles qui sont impeccables avec des illustrations, parce que quand il y a 4 piles de pioches et que moi je suis là avec mes sleeves bleus, mes sleeves jaunes et mes sleeves vertes en mode j'ai aucune idée de quel type de carte. Donc avoir des photos de la mise en place, des photos dans la règle, ça n'a pas besoin d'être un truc incroyable, hein. Un Word avec 3 photos ça fonctionne, mais nous faciliter le boulot, parce que vraiment quand on passe 1h30 à comprendre une règle avant le test, généralement on est saoulé avant même de l'expliquer aux collègues. Et surtout ne payez pas d'illustration. Oui, ça c'est important. À part si votre compagne est illustratrice et que vous vous débrouillez entre vous. Le jeu n'est jamais sorti au final. Mais des illustrations trop propres, en fait, nous déjà ça peut nous faire peur parce que en tant qu'éditeur, on a une ligne éditoriale, on a une identité visuelle et donc peut-être qu'on voudra pas de ce style-là. Et surtout, c'est très compliqué d'aller dire à un auteur ah t'as dépensé 3000 € dans tes illustrations, genre c'est 2 mois de ton salaire. Désolé, on va pas les prendre parce que de toute façon on refera quelque chose à notre sauce. Donc, vraiment, payez pour faire un joli proto, achetez des meeples, prenez le temps d'imprimer en couleur. On ne fait pas l'économie du noir et blanc, j'en connais qui font ça. Oui, mais pour savoir où est le point rouge sur la carte, une fois qu'ils me l'ont imprimé en noir et blanc, je sais que ça coûte cher, mais ça, pour le coup, ça vaut le coup. Il y en a qui valent vraiment pas le coup, les illustrations, ça en fait partie. Des photos sur Google, c'est très bien. Et même de l'IA, mais je veux pas me faire taper dessus. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est la légende urbaine de... Je veux présenter un jeu, il faut qu'il soit fini. Non, ça vraiment, c'est l'erreur numéro 1. J'ai encore eu un appel il y a pas longtemps de personnes qui étaient persuadées qu'ils voulaient me payer le jeu entier. Et heureusement, j'ai creusé un peu, je fais, vous en êtes où? Ils n'avaient jamais fait de salon professionnel de leur vie, c'était juste l'idée qu'ils avaient de faire un jeu de A à Z eux-mêmes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est des banques d'images faites
faites avec le minimum, mais effectivement, comme disait Delphine, il faut que ce soit propre, visible et compréhensible du premier coup. Sauf si bien sûr votre finalité c'est de faire un truc pour vous. Là on parle vraiment côté éditabilité, qui est un truc qui des fois moi je me rends compte que j'ai trop ce discours là. Si ton but c'est de faire un proto pour jouer avec ta famille et de t'amuser, bah c'est parfaitement valable, faites ça. Et si vous avez de l'argent et envie de payer une illustratrice ou un illustrateur pour le faire et jouer avec vos potes, ça rend pas le truc moins valable quoi. Là on est vraiment sur la notion avec comme but final l'édition du jeu à la fin. Et si ton but c'est effectivement de gérer de A à Z, comme Nekojima était un excellent exemple récemment de gens qui se sont dit ok, on a un proto, on veut tenter l'édition, mais il faut être conscient qu'un crowdfunding c'est pas une solution de dépit. Il faut le faire parce qu'on en a envie et pas juste parce qu'un éditeur nous a dit non. Parce que faire un crowdfunding, c'est avoir 10 métiers. Donc voilà. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette liberté, ces risques, sachez ce que vous voulez et ce que ça va incomber, découler, ce qui va en découler. Donc une fois encore, on entend aussi très régulièrement, ou on a entendu, je ne sais pas si ça est encore le cas, des autrices, des auteurs dire « Ouais, mais face à l'éditeur, c'est un bras de fer qui est perdu d'avance. » Parce que s'il me dit « Oui, je vous prends votre proto, je vous le prends pendant 6 mois, on vous fera un petit retour pendant 6 mois, mais pendant 6 mois, ne le montrez à personne d'autre. » Vous pouvez dire « Ok, d'accord, ben moi je perds 6 mois en attendant. » Mais vous avez tout à fait aussi la liberté de dire « Ah ben non, non, ou alors vous me le prenez, mais c'est 500 €. » Ah oui, mais il va me dire non. Ah, alors c'est quoi votre but? Est-ce que votre but c'est d'être édité et vous êtes prêt effectivement à prendre les risques? Ou votre but c'est de dire non, je veux qu'on respecte mon travail. Je suis pas en train de faire un travail syndicaliste, machin, etc. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez toujours la liberté de dire oui ou de dire non, mais au moins en sachant quelles en sont les conséquences. De toute façon, c'est comme The Voice. Si à Cannes, ton proto c'est le meilleur et que tous les éditeurs le veulent, on va se battre pour l'avoir et t'as le choix du coach. Si t'as qu'un seul coach qui veut de toi, bah t'acceptes les conditions du coach. Et sur... J'aime beaucoup. Et sur ça, n'hésitez pas, il y a aussi beaucoup de ressources sur Internet, notamment par la SAGE, la Société des autoristes de jeux, qui est un syndicat semi-professionnel des gens qui font des jeux de société, qui fait des contrats blancs, des trucs qui répondent aux questions. Et même chez pas mal d'auteurs, je vais pas les citer parce que tout le monde n'est pas OK, mais notamment chez moi, si vous avez une question précise sur un cas précis avec une maison d'édition sur une interaction, envoyez-moi un DM, je vous réponds. Si quelqu'un vous dit « Ah, je bloque ton jeu pendant 6 mois et je te donne 100 €, est-ce que c'est OK ou pas ?» J'hésite. Non, c'est pas OK. Envoyez-moi un DM et je vous le dirai de trucs. C'est un milieu qui est pas pour tout le monde. Évidemment, on n'est pas exempt de quelques gros connards, bien sûr, mais qui est globalement assez solidaire. Moi, j'ai été vachement bien accueilli par des mecs comme Antoine Boza, Bruno Catala, Ludo Maublanc. Donc il y a une transmission un peu de la bienveillance qui, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression va marcher pour toujours, je l'espère. Je compte sur vous après la génération future. Mais voilà, envoyez-moi des questions. Je mets des fois du temps à répondre, mais je réponds toujours quand c'est des trucs précis comme ça. Je répondrai pas à est-ce que mon jeu est bien parce que je sais pas, mais le reste c'est possible. Et si vous osez pas aller déranger le grand Théo Rivière, il y a aussi 2 articles sur Ludovox, 2 éditos qui sont géniaux sur comment on crée un jeu de société et comment on arrive à l'édition. Je les envoie à chaque fois qu'on me pose des questions, ils sont très bons et c'est en tant qu'éditrice que je le dis, pas en tant qu'autrice évidemment. On va presque arriver au bout, on a encore le temps d'en prendre au moins une, peut-être 2 si elles sont courtes. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que pour la plupart d'entre nous, si vous avez besoin, si vous avez envie de discuter de façon un peu plus one-to-one après, alors moi je suis pas éditeur, je suis pas auteur, donc ça sera peut-être pas forcément moi, mais les 3 collègues sont là. Une autre question peut-être. Bonjour, moi j'avais une question. On a pu voir dans le monde du contenu de création de vidéos, du genre YouTube et compagnie, des sociétés qui se montent, qui embauchent des auteurs et qui leur disent je vous fais un salaire tous les mois, vous me faites des vidéos, on va faire un peu une part variable quand même, mais dans l'idée vous faites du contenu et puis c'est moi qui touche et du coup je prends les risques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir évoluer dans le monde du jeu quelque part, avec du coup des grosses boîtes d'auteurs qui disent j'embauche 20 personnes qui font des jeux en boucle et on va sortir du contenu et c'est moi qui prends les risques derrière? Alors, moi, je vais pas répondre trop rapidement. J'ai envie de vous dire que oui, bien sûr. Moi, perso, là, c'est Guillaume qui s'exprime. Oui, on va le voir. Bien sûr. À partir du moment où un gâteau grossit, où un gâteau devient appétissant, il y a forcément des affamés, ou même pas forcément des affamés, mais qui ont juste envie d'aller bouffer un peu plus que les autres, qui vont venir et qui vont le faire et qui vont essayer de trouver. La balle sera, quoi qu'il en soit, dans notre camp. À vous, joueurs et joueuses. À nous de choisir de dire non.
mais en même temps, je suis pas une moitié d'intelligent, je suis aussi une moitié de crétin. C'est-à-dire que dans les 20 jeux qu'ils vont proposer, s'il y en a un que je trouve vraiment excellent, ben je vais regarder la tête entre la queue entre les jambes et dire ouais, j'ai quand même bien envie d'y jouer quand même parce que je suis comme tout le monde. Donc oui, ça va arriver, mais on a le choix de leur dire potentiellement non. Moi, je crois pas trop. Parce qu'il y a le gâteau grossier, mais il y a quand même vraiment pas beaucoup d'argent, surtout du côté octorial. Faut avoir en tête que moi, quand vous achetez un jeu, je touche à peu près 3% de ce que vous avez dépensé dans votre boutique de jeu hors taxe. Donc du niveau octorial, il y a quand même pas beaucoup d'argent qui se fait. Les quelques tentatives qui ont été faites se sont soldées par un échec. Même quand c'est Funko qui a racheté Forest Pullman et qui a essayé de faire des jeux Jurassic Park, Harry Potter et autres licences énormes en faisant plein par an en se disant on va devenir fortuné, bah ça a pas marché et ça a coulé quand même et ça a été des échecs cuisants. Peut-être dans un futur lointain, mais je pense qu'il y a quand même un truc artisanal qui va continuer. Et aussi parce que le milieu, vous comme nous en fait, on les déteste un peu ces gens-là. Donc à chaque fois qu'il y a des gens en costard-cravate sortis d'école de commerce qui sont arrivés pour dire on a trouvé la bonne solution pour faire de l'argent avec tout ce truc, bon, globalement on leur a dit bah pardon mais niquez-vous, vous nous intéressez pas, et globalement ça a rien fait. Il y a évidemment quelques contre-exemples, notamment tous les jeux vulgaires et racistes, ils sont souvent vus par ces gens-là. Néanmoins, force est de constater que le milieu est quand même assez protectionniste à la fois de ses auteurs-autrices, de ses illustrateurs-illustratrices et de ce savoir-faire éditorial. Et je pense, c'est peut-être mon côté naïf là pour le coup, et j'espère que ça va encore durer pas mal. Ils ont quand même une drôle de voix, les gens sortis d'école de commerce. Que les connards, les gens gentils, ils parlent normalement. Alors c'est vrai, par rapport à ce que disait Théo, ma réponse à moi, c'est que ça peut arriver. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. C'est déjà arrivé par ailleurs, c'est ce que vous signaliez. Il n'y a pas de raison que le milieu du jeu n'en soit exempt. Ça ne veut pas dire que ça se répétera, ça ne veut pas dire que ça réussira. On prend une dernière question si vous le voulez bien. Ah du coup, pardon, je te fais te relever, excuse-moi. Moi, du coup, j'avais une question un petit peu similaire, mais c'était plutôt dans le sens où des auteurs pourraient, par exemple, créer un Patreon et avoir, en fait, une revenu de personnes qui sont intéressées par l'auteur et tout ce qu'il fait, et que, du coup, l'auteur, sans dépendre d'un éditeur, aurait une manne chaque mois. Ça, je sais pas. Je sais qu'il y avait une tentative, il y a un auteur, ça a pas duré longtemps et ça a pas marché, donc je sais pas si je vais le citer parce qu'il est peut-être pas content du truc, mais qui avait un peu essayé et ça avait été un échec. Mais c'était il y a longtemps et c'était pas la même approche. Moi, dans ma réflexion de faire des jeux un peu punk et un peu bizarres que personne va acheter, c'est une des manières d'éventuellement le faire en étant rémunéré. De se dire, ok, si je fais des jeux complètement foufou que personne va vouloir éditer, mais que moi j'aimerais bien faire, peut-être que les passer par une forme de crowdfunding et de soutien pourrait fonctionner. C'est le cas dans le jeu de rôle, donc je me dis dans le jeu de société ça pourrait fonctionner. Typiquement, moi j'adore le travail de Com Martin qui fait des jeux de rôle complètement fous. La moitié de ces trucs passe par je le mets en ligne avec un PDF tout moche, mais si vous me donnez au moins $50, je ferai une jolie maquette parce que j'aurai le temps de le faire, et ça fonctionne. Et j'aime bien ce côté-là, encore une fois, radical. Est-ce que ça va exister pour de vrai? Je sais pas. C'est une vraie belle question. Là, pour le coup, à l'inverse, mais c'est mon côté gauchias, mais j'aurais envie qu'il y ait des initiatives individuelles portées par des vrais êtres humains et qu'il y ait des auteurs et des autrices qui puissent avoir une liberté de ton au-delà de l'aspect commercial et mercantile du chose, qui se disent « Ok, moi je propose des jeux, ils sont un peu fous, donnez-moi un peu d'argent parce que vous aimez la démarche et il faut quand même que je puisse vivre, mais l'important c'est plutôt la création plutôt que l'argent à la fin. » Je serais curieux de le voir et je pense que je serais les premiers à donner $5 par mois pour avoir des trucs super. Une fois encore, c'est possible en fonction de ce qu'on va vouloir. On a des démarches d'auteurs ou d'autrices en disant mon objectif, mon premier rêve a été de voir mon nom sur la boîte. Ça s'est vu et il n'y a aucune raison que ce soit critiquable. Et donc j'ai accepté, comme on l'a dit tout à l'heure, ok, tu l'as pris pendant 6 mois, j'ai rien eu à dire. Ok, tu m'as dit ça sera ce thème-là. Ok, tu me fais ce changement de mécanique. Mon objectif, il était que le nom soit sur la boîte. Et donc, ce rêve-là réalisé, on peut éventuellement aussi passer à autre chose. Ce que tu disais tout à l'heure, en disant, j'ai fait le premier, puis maintenant, du coup, j'ai aussi plus de recul. Mais ce recul fait que ça bride parfois un petit peu le côté fifou du début. Donc, c'est possible aussi de se dire, en tant qu'auteur, je me lance, et comme le disait Théo, s'ils sont 50 à me donner 50, est-ce que j'accepte de vivre avec ça? C'est-à-dire 50 x 50, 2500? Non, c'est ça, bon, bref, pas mal, quelque chose comme ça. Est-ce que j'accepte de vivre avec ça? Est-ce que mon travail vaut ça? Là, une fois encore, je ne veux pas ramener à ce qui se passait sur Trick Track, mais la question se posait de la même façon sur ce travail que je vais oser appeler journalistique, ce travail d'information. Est-ce qu'il vaut ce qu'on en disait? Est-ce qu'il vaut ce qu'on m'en proposait?
Et il y a un moment, tu dis oui ou tu dis non, mais c'est le choix, la liberté qui te reste en tant qu'auteur et en tant que créateur. Mais la liberté, elle est très forte aussi de votre côté. Si on est 500 à dire à la personne, Théo, vas-y, moi je te donne 50 et on est 500 à donner 50 pour que tous les mois ou tous les 2 mois, tu nous proposes un truc, allons-y. J'ai un petit doute. Parce que sur l'aspect créatif, j'aurais peur de dire, ouais mais Guillaume, sois pas stupide. Tous les 2 mois, pondre un truc comme ça, juste parce qu'il faut pondre un jeu, c'est pas la même chose que oh, wow, j'ai une idée, ça me motive vachement, mais oh, ça m'a pris 6 mois. Est-ce que je vais attendre les 6 mois? Mais ça fait partie de l'acte créatif, ça, c'est normal. Et on a un exemple concret que moi j'aime bien, qui est pas sur le système de crowdfunding, mais c'est Friedman Friese en Allemagne, qui est un auteur de jeux allemand assez zinzin dans sa création et dans sa créativité, qui fait des trucs vraiment très très bizarres, qui s'auto-édite, qui gère tout cet aspect-là. Il fait que les jeux de Friedman Friese ou presque, auto-édité, auto-géré, ça marche bien et ça lui ouvre une liberté de création que je trouve exemplaire, quoi. Il a fait des trucs où tout le monde se dit personne n'aurait édité ça. Bah si, lui-même en fait, quoi. Et ça c'est aussi assez exaltant comme manière de faire. Je laisse un petit mot de la fin à chacun. On va faire un autre tour de table presque dans l'autre sens. Pauline. Moi, le mot de la fin, c'est dans une note positive. Dans le milieu du jeu de société est quand même vraiment bienveillant, à part effectivement quelques exceptions, mais on a le côté encore artisanal de l'objet, encore, je trouve. Et que si vous êtes là et si vous avez vu la conférence parce que vous avez envie de vous lancer, faites-le, définissez encore bien vos objectifs, effectivement. Est-ce que vous voulez vous professionnaliser? Est-ce que c'est vraiment parce que vous aimez le jeu et vraiment ce serait agréable pour vous d'aller plus loin? Parce qu'il y aura une place pour tous ces cas de figure dans tous les cas. Voilà, n'ayez juste pas peur. Lancez-vous parce que c'est ce qu'il y a de plus agréable au final. Et dès que c'est fait, ben, vous verrez si ça prend ou pas. Mais voilà, moi, ça fait... voilà, depuis le temps que j'y travaille, j'ai toujours le même plaisir, voire de plus en plus d'ailleurs. Rencontrer des gens qui sont incroyablement créatifs et grisants, en fait. C'est vraiment ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'évoluer avec des gens qui ont une pensée autre qu'un monde tout gris. Et voilà, donc c'est vraiment... n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans, c'est un univers incroyable. Delphine. Je rejoins Pauline. Oui, c'est une industrie et oui, ça se professionnalise, mais ça reste un milieu qui est hyper humain, hyper bienveillant et dans lesquels on rencontre plein de personnes qui sont géniales. Donc, si vous avez envie, si ça vous met des paillettes dans les yeux, allez-y. Non, on sauve pas des vies, mais en fait, on s'en fout, on peut pas tous sauver des vies et juste savoir que là, il y a des gens qui sont en train de s'éclater parce qu'ils sont en train de jouer, de partager un moment avec des potes, avec de la famille, avec leurs enfants, parce qu'ils jouent avec l'un des jeux sur lesquels on a pu travailler. C'est la plus belle des récompenses et si ça vous fait envie, allez-y à fond. Théo. Bon, je vais rejoindre parce que c'est des belles choses et je suis assez d'accord. Moi, ce que je vois autour de moi, notamment côté octorial, c'est le frein premier pour la plupart des auteurs et des autrices, et j'insiste presque sur autrices parce que vraiment, on n'en a pas assez. Et c'est souvent ce frein patriarcal qui va les bloquer, c'est allez-y, lancez-vous, en fait, vous êtes légitime. Même moi qui fais ça depuis 10 ans, qui ai fait plein de jeux, je sais toujours pas exactement ce que je fais et comment je le fais. Et le processus, il est toujours un peu bordélique, même si j'aime bien être en conférence, essayer de théoriser avec vous. Mais allez-y, faites-le à votre sauce. Posez des questions à des gens sympathiques et bienveillants, ouvrez des portes, et vraiment, normalement, ça devrait bien se passer. Vous risquez pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas un enjeu majeur, je te rejoins sur ça aussi. Donc lancez-vous, faites des trucs, soyez un peu punk et ayez une approche un peu radicale, comme ça, moi, j'achèterai vos jeux avec encore plus de plaisir. Mais vraiment, lancez-vous, à la fin, ça peut être super, ou au pire, c'est rien, en fait. Donc il faut y aller. Et voilà, je termine en prenant en pleine gueule cette leçon. Je vais donc oser. J'ai toujours eu peur. Et ben, je vais essayer de plus le faire. J'ai des protos à montrer. Un grand merci à vous. Voilà, c'est génial de pouvoir le partager avec vous. Je vous ferai merci d'avoir été là. Cœur à vous et on continue de jouer. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des bisous.